Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Bienvenue dans le 3e épisode hors série de la saison 1. Pour clôturer ce 3e trimestre, nous avons invité le docteur Maisonneuve, gynécologue obstétricienne au centre hospitalier d'Aubagne, hôpital partenaire de la maison de naissance, la Casa de Naissance. Elle nous parle aujourd'hui des prémices de la relation avec l'équipe de la Casa de Naissance et nous exposera ensuite l'intérêt d'avoir 2 équipes aux pratiques complémentaires. Quelles sont les habitudes et pratiques mises en place avec la maison de naissance ? Quelles sont les différences entre la pratique en maison de naissance et celle en maternité ? Aujourd'hui, le docteur Maisonneuve nous offre un éclairage sur le travail en tandem avec une maison de naissance, et cela à travers son regard de chef de service d'une maternité partenaire. Bonjour docteur Maisonneuve. Bonjour Julie. Bonjour docteur Maisonneuve, merci de vous être rendu disponible pour discuter avec nous aujourd'hui. On a fait le choix de vous recevoir dans notre podcast parce que vous travaillez dans la maternité partenaire de la Casa de Naissance à Aubagne, près de Marseille. Ça nous importait d'avoir aujourd'hui un point de vue hospitalier face à ce type de projet, ce type de structure dont on parle toute l'année. Et avant d'entrer dans le détail de votre histoire et de votre parcours, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors oui, je m'appelle Anne-Sophie Maisonneuve, j'ai 50 ans, j'habite Marseille, je suis praticien hospitalier en gynécologie obstétrique sur l'hôpital d'Aubagne, comme vous l'avez dit, et je suis diplômée depuis 2004, sûrement 2005. Et je travaille à Aubagne depuis 2007. Entre les deux, j'ai fait ce qu'on appelle un assistanat, c'est-à-dire assistant chef de clinique dans une maternité de niveau 3 sur Marseille. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Dans cet épisode, on va commencer d'abord par aborder un petit peu plus en détail votre parcours professionnel et ensuite on discutera des valeurs qui vous tiennent à cœur dans votre pratique pour voir un petit peu en quoi celles-ci peuvent soutenir les projets des maisons de naissance. Et pour commencer, on va vous demander de nous décrire votre formation peut-être et nous raconter votre parcours. Ok. Alors gynéco-obstétricien, ça veut dire que j'ai fait des études de médecine. J'ai fait mes 6 premières années de médecine à la faculté de Necker à Paris. Donc j'ai commencé en 1992 et j'ai terminé en 97 ces 6 premières années. Ensuite, j'ai passé ce qu'on appelle le concours de l'internat et qui ensuite, c'est ce concours-là qui définit vers quelle spécialité et vers quelle région on va continuer notre formation. Donc moi, je voulais être gynéco-obstétricien, donc j'ai eu la chance de choisir cette spécialité et la chance d'exercer, de partir dans le sud pour le faire, donc au CHU de Marseille. Donc mon internat, il était un peu prolongé parce que j'ai eu mon premier bébé, je suis partie à l'étranger. Peut-être on aura l'occasion d'en discuter parce que je suis partie 1 an au Sénégal, donc j'ai vu aussi la maternité au Sénégal, comment ça fonctionnait. Et puis j'ai fait une année recherche. Donc mon internat qui devait durer 5 ans a duré un peu plus, entre 7 et 8 ans. Et donc j'ai terminé ensuite avec cet exercice d'assistant chef de clinique qui finalise finalement la spécialité dans une maternité de niveau 3. Alors moi, quand on fait la formation de gynéco-obstétricien, on fait à la fois de la gynécologie chirurgicale, et puis également d'obstétrique, de l'échographie. Et moi, j'ai quand même toujours une orientation beaucoup plus obstétricale que chirurgicale. Donc aujourd'hui, en pratique, je fais du suivi de grossesse, des échographies obstétricales et de la gestion de la salle d'accouchement. Donc c'est mes principales activités. Ok.
Et vous nous parliez du coup de l'étranger, donc ça nous intéresse. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce que vous avez pu voir comme pratique à l'étranger et votre passage, notamment au Sénégal, ou si vous avez peut-être fait des stages avant ça ou des parties de votre formation qui ont pu être faites à l'étranger? Ouais, alors j'ai eu, stage d'externe, donc ça, c'est ces 6 premières années. Là, j'étais partie, au Cameroun. Bon, là, c'est stage d'externe, on est, on va dire, des bébés, étudiants en médecine, donc on n'a pas trop l'expérience de ce qui se passe à l'hôpital. C'était une de mes premières expériences. Donc finalement, mes premiers accouchements, je les ai vus, là-bas, dans des conditions, quand même difficiles pour les femmes, puisque, bah, tout le monde accouche, dans une salle unique. Bien sûr, il n'y a pas de gestion de la douleur. Il n'y a pas un accompagnement personnalisé, des femmes. Ensuite, pendant mon internat, je me suis interrompue 1 an pour partir à l'étranger. Donc c'est là où je suis partie au Sénégal. Donc là, j'étais au milieu de mon internat et ça a été une expérience exceptionnelle. On est partis, en couple avec mon conjoint. Expérience exceptionnelle parce que ça arrive à un moment dans mon internat où, je ne comprends pas toujours, les conduites à tenir qu'on peut avoir en CHU, qui sont des conduites à tenir, très protocolisées. Pas toujours facile de comprendre et d'imaginer finalement, les complications, la pathologie. On fait beaucoup de prévention dans notre spécialité. Mon année passée au Sénégal m'a montré que, la prévention en termes de grossesse et d'accouchement était essentielle pour, la sécurité, des femmes et des enfants. Hein, Mmh. si on ne fait pas des mesures, préventives de gestion des risques, les risques existent, pour de vrai. Donc là, j'ai été confrontée, oui, à la réalité, de la mortalité maternelle, la réalité de la mortalité néonatale et je dirais que ça m'a aidée à accepter, voilà, nos prises en charge, parfois qui paraissent un peu dures, qui peuvent paraître, excessifs pour certaines personnes, mais qui sont dans un certain nombre de cas, vraiment nécessaires pour éviter la pathologie, en fait. Mmh. Maintenant qu'on a regardé un peu votre parcours, d'étudiant, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel type de structure vous avez eu l'occasion de travailler? Vous en avez un peu parlé au début, mais est-ce que vous pouvez peut-être, détailler un peu plus? Ouais, bien sûr. Donc j'ai travaillé initialement, comme, chef de clinique dans une maternité de niveau 3 au CHU de Marseille. Donc maternité de niveau 3, c'est une maternité qui est, associée à un service de réanimation pédiatrique et de soins intensifs de pédiatrie. C'est-à-dire qui est en capacité de prendre en charge l'extrême prématurité ou, tout type de détresse respiratoire. Donc les maternités de niveau 3, bah, il y en a pas besoin tout le temps, mais quand il y en a besoin, c'est important qu'elles soient, présentes. Donc globalement, la maternité de niveau 3 prend en charge les patientes avec des grossesses à risque. Des patientes avec une hypertension artérielle, des patientes qui ont, des grossesses multiples, qui ont, des pathologies fœtales qui vont être découvertes pendant la grossesse, qui vont nécessiter une prise en charge immédiate, que ce soit une malformation cardiaque, une malformation digestive, du fœtus qu'il va falloir prendre en charge dès la naissance. Donc ça ne peut pas être fait ailleurs que dans une maternité de niveau 3. Donc c'est l'objectif de ces maternités. Donc il y a une concentration des cas pathologiques, bien sûr, dans les maternités de niveau 3 par rapport à d'autres types de structures, niveau 2, niveau 1, qui n'ont pas le même accompagnement, qui n'offrent pas le même accompagnement, pédiatrique, Mmh. derrière. Donc les maternités de niveau 3, elles servent à accueillir toutes ces pathologies détectées, toutes ces choses que vous venez d'évoquer. Mais est-ce qu'une grossesse, standard qui, parce que c'est le lieu de proximité, d'accouchement, y est quand même accueillie ou malgré tout on demande aux femmes qui ont, on va dire, des grossesses, à bas risque, de plutôt aller vers des niveaux 2, des niveaux 1 ou, un autre choix de structure? Alors non, les maternités de niveau 3 sont également des maternités de proximité. Donc effectivement, il y a également des femmes à bas risque qui sont suivies dans ce type de OK. maternité et qui accouchent dans ce type de Oui, il y a vraiment de maternité. tout. Donc on ne peut pas et c'est des maternités publiques, en tout cas dans celles dans lesquelles j'ai travaillé, à Marseille, il n'y avait pas de tri de patientes, enfin tout le monde était Entendu. accepté. Tout le monde était accepté. J'ai travaillé, au cours de mon internat, j'ai fait 6 mois de stage dans une maternité, parisienne à Port-Royal. Là, il y avait une telle demande,
pour accoucher dans cette structure, donc qui est une maternité de niveau 3, qui est aussi une maternité de proximité, mais pour limiter le nombre de naissances, parce que les locaux ne permettaient pas un nombre de naissances, enfin, ils étaient obligés de limiter les inscriptions. Donc là, il y avait des inscriptions pour pouvoir accueillir tout au long de la grossesse des grossesses pathologiques, laisser la place pour les grossesses pathologiques. Oui. Oui, parce que ce sont des structures spécialisées. Donc voilà, ça dépend des niveaux 3. Tous les niveaux 3 n'ont pas le même fonctionnement. Ça dépend un petit peu de leur offre de soins, de disponibilité, de personnel, nombre de chambres, nombre de lits, Oui, ça se bien comprend. sûr. Ouais. Donc après ces 2 ans, de bonnes années passées en niveau 3, je souhaitais continuer comme praticien hospitalier, donc c'est-à-dire dans un secteur public en fait. Je ne comptais pas m'installer dans une maternité privée. Et puis j'ai eu une occasion un peu rêvée parce que c'était vraiment très proche de chez moi puisque c'est sur l'hôpital d'Aubagne. Il y a un poste qui s'est libéré de praticien hospitalier. Et donc, j'ai pu intégrer une équipe, et la maternité de l'hôpital d'Aubagne, c'est une maternité de type 1. OK. Donc là, c'est complètement différent de la maternité de niveau 3. La maternité de niveau 1 prend en charge des patientes à bas risque et peut prendre en charge certaines pathologies à haut risque lorsqu'elles arrivent à terme. Puisque un enfant né prématuré ne peut pas naître dans une maternité de niveau 1 puisqu'il n'y aura pas de lieu d'hospitalisation pour ce bébé. Sinon, il va être transféré dans une maternité qui peut l'accueillir et donc il serait séparé éventuellement de sa mère si la maman ne peut pas être transférée immédiatement. Donc voilà, en niveau 1, on fait bien attention que l'enfant et la mère puissent être hospitalisés ensemble si besoin, en tout cas que la naissance se fasse dans les meilleures conditions, sans prendre de risque de séparation de la mère et de l'enfant à la naissance. Et je suis arrivée dans une maternité, donc vous comprenez, avec quand même un état d'esprit très différent, avec une équipe de sages-femmes que j'adore et que j'adore toujours parce qu'il y en a qui sont toujours là, mais extrêmement motivés, très tournés vers la physiologie, qui était quelque chose que je découvrais complètement, puisque moi jusque-là, j'avais été que dans l'apprentissage de la gestion de la pathologie. Donc voilà, des sages-femmes très tournées vers l'écoute des patientes finalement, en fait, avec finalement une gestion des soins qui est différente, mais quand même une gestion des risques bien coordonnée. Hein, c'est pas parce qu'on va écouter les gens qu'on va prendre des risques particuliers, que ce soit pour la mère ou pour l'enfant. Donc je suis arrivée quand même dans un contexte, vous voyez, c'est 2007-2008. Déjà, c'était une maternité un peu particulière qui se posait déjà beaucoup de questions sur l'accueil des mamans et améliorer l'accueil des mamans. Et dans mon parcours, je suis à nouveau partie à l'étranger. En 2012-2013, j'ai passé une année pour suivre mon conjoint, mais je suis partie au Québec cette fois, où j'ai pu passer un certain nombre d'examens pour quand même exercer également là-bas. Et là, l'exercice est très différent au Québec. Les sages-femmes ne travaillent pas en maternité, puisque les sages-femmes travaillent en maison de naissance. OK. Donc on verra après cette rencontre avec les maisons de naissance à ce moment-là. Et puis la maternité dans laquelle je travaille, donc je suis revenue du Canada, j'ai continué à travailler sur l'hôpital d'Aubagne et dans notre maternité, nous avons commencé à travailler sur le label IHAB. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce label, c'est Initiative Hôpital Ami des bébés. Le label IHAB, c'était une labellisation de qualité des soins qui est associée à la sécurité médicale, bien sûr, des soins de bienveillance et de bientraitance. Donc une maternité IHAB, c'est une maternité qui a obtenu le label après un travail d'équipe, de groupe, puisque l'ensemble des personnels a été formé spécifiquement. C'est un gage de qualité en fait pour les familles. Donc dans un objectif d'amélioration des soins qui sont centrés sur la mère et le nouveau-né, avec d'abord il y a un encouragement et un respect des projets de chaque mère et de chaque couple. Il y a le respect des rythmes de chacun, notamment des rythmes du nouveau-né, avec une adaptation des horaires de soins par exemple. Et puis tout est fait pour créer un environnement qui est soutenant pour les nouveaux parents. Voilà, l'accompagnement à la physiologie participe bien sûr au bien-être de la mère et du nouveau-né.
IHAB France, c'est un organisme qui est issu des programmes internationaux de l'OMS et de l'UNICEF qui sont centrés sur les besoins du nouveau-né. Initialement, été créé en vue de la promotion de l'allaitement maternel, mais ça a été élargi à l'ensemble d'actions qui peuvent être menées pour la bienveillance vis-à-vis de la prise en charge du couple mère-enfant. Et je me demandais, qu'est-ce qui valide ce label? Alors c'est la commission IHAB, c'est un label qui est reconnu par l'UNICEF et l'OMS, c'est un label d'une grande qualité internationale. Il y a plusieurs maternités maintenant en France Oui. qui sont labellisées IHAB. Et du coup, les formations, découlent de ce label? Le personnel est obligatoirement formé sous ce label, c'est ça? Oui, oui, ouais, exactement. Oui, on a des heures de formation obligatoires et chaque nouvel arrivant a également un certain nombre d'heures de formation obligatoire voilà, de connaissances de qu'est-ce qu'on met en place, le pot à pot, immédiat pendant au moins 2 heures, le pot à pot qui est encouragé pendant tout le long de l'hospitalisation, la non-séparation de la maman et du bébé. Donc voilà, points clés qui permettent d'améliorer l'accueil de l'enfant. Maintenant qu'on se fait une meilleure idée de votre parcours, on va discuter de votre lien à la maison de naissance dans le cadre de votre profession. Vous venez de nous raconter tout le parcours que vous avez fait en tant qu'étudiante jusqu'à votre diplôme, vos premières années d'exercice dans une maternité de niveau 3. Et justement, avec votre passage au Québec qui a peut-être changé la donne. Et on se demandait comment vous avez découvert les maisons de naissance, ce concept, comment il est arrivé dans votre vie, peut-être à titre personnel, avant même le moment où c'est arrivé dans votre vie professionnelle. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans ce concept? Alors, les maisons de naissance, on en a toujours un peu entendu parler, un peu comme un rêve finalement, puisqu'on imagine, voilà, un endroit où tout va bien se passer. Donc comme je disais, j'ai eu la chance de passer une année au Québec et du coup de me permettre, d'aller taper à la porte d'une maison de naissance, à Montréal, où j'ai été très bien accueillie par les sages-femmes qui m'ont présenté leur dispositif. Le dispositif au Québec est très particulier puisqu'il y a vraiment une séparation. Il n'y a pas de maternité partenaire, hein, il n'y a pas de partenaire. La maison de naissance est complètement indépendante, à une bonne distance de la première maternité, enfin en tout cas celle que j'ai visitée. C'était comme un hôtel particulier, Mmh. très confortablement installé. Il y avait plusieurs étages. Voilà, on sentait beaucoup de sérénité. Du coup, le matériel, il y avait du matériel de réanimation, il y avait du matériel pour prendre en charge, en fait, la maman en urgence, si besoin. Et le transfert, quand il va être fait, bah, ils appelaient une ambulance pour que la femme et l'enfant, ou la femme et l'enfant soient transférés dans la maternité la plus proche. Mmh. Donc j'ai eu les 2 échos. J'y suis allée parce que, bah, voilà, les sages-femmes avec qui je travaille à Aubagne m'avaient quand même sensibilisée à ces maisons de naissance qui existaient au Canada. Et puis quand j'en ai discuté avec les gynécologues sur place, eux, ils avaient un regard assez négatif. Ils ne voyaient que le revers de la médaille, puisque finalement, ils ne travaillent pas en coopération avec ces sages-femmes de maisons de naissance, mais ils ne sont là que pour, bah, on va dire récupérer quand Les transferts. ça se passe pas exactement comme on voudrait, mais récupérer les transferts avec, je pense, des transmissions qui étaient pas de qualité puisque c'était pas des équipes qui se connaissent, en fait. Mmh. Ouais. Donc voilà, il n'y avait pas une bonne coordination entre les établissements qui n'ont pas de lien ni de convention. C'était un peu comme si c'était quelqu'un qui venait de la maison, finalement, Mmh. Oui. et pas de lien particulier. Donc je peux pas dire que ce soit un système qui m'est complètement transcendé. Est arrivée ensuite la période d'expérimentation pour les maisons de naissance. Donc pareil, on en entendait un peu vaguement parler, mais sans que j'ai de contact direct avec une maison de naissance, hein. C'est, on va dire, de façon parallèle à notre travail, nous, au sein de l'équipe d'Aubagne, pour améliorer notre accompagnement physiologique des femmes. Oui. Donc ça, c'était ma première expérience en maison de naissance. Et puis ensuite, donc, la rencontre avec la Casa de naissance. Mmh. Donc, qui n'était pas une maison de naissance initialement. Vous aurez l'occasion, j'espère, de les enregistrer un jour et elles vous raconteront mieux leur histoire. Mais donc, c'est un groupe de sages-femmes libérales qui décident
À peu près au moment de la date finalement d'expérimentation des maisons de naissance, ou même peut-être un petit peu avant, d'offrir aux femmes cette possibilité d'accoucher de façon, alors physiologique, moi j'appelle ça naturel. Physiologique, est-ce que c'est avec ou sans péridurale? Bon, la discussion peut durer longtemps, mais on va dire en tout cas un accouchement accompagné par une sage-femme et sans péridurale. Donc elles décident de monter ce groupe-là. Et elles ont cherché des maternités partenaires quand même si c'était en plateau technique, puisqu'elles n'ont pas souhaité faire l'expérimentation maison de naissance à ce moment-là. Et elles ont trouvé une maternité partenaire qui était située à Aubagne. C'était une petite maternité privée. Alors là, j'ai plus les dates exactes. Je ne sais pas à quel moment elles se sont lancées dans l'histoire, peut-être 2014, 2015. Et puis en 2017, cette petite maternité privée, il y avait des problématiques de fonctionnement avec les pédiatres, comme ça peut arriver quand il y a un manque de personnel. Et donc, il a été décidé, puisqu'on était vraiment à quelques kilomètres les uns des autres, de fusionner donc nos deux maternités, la maternité publique d'Aubagne et la maternité privée, dans laquelle il y avait également donc ce plateau technique, la Casa de naissance. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est vraiment rencontrés. Et puis, on a été amenés à travailler ensemble pour opérer cette fusion le mieux possible. C'était vraiment de dire, on va travailler avec ce plateau technique. Bon, je dirais qu'il y a eu un petit coup de baguette magique parce qu'on s'est très bien entendu immédiatement. On a eu des contacts humains, oui, de qualité, et vraiment, ça a été tout de suite un peu un coup de cœur les uns des autres, que ce soit nous pour cette équipe de sages-femmes et puis ces sages-femmes pour cette équipe finalement d'hôpital public qui lui correspondait sans doute mieux. Donc on a eu plusieurs mois de travail, même avec la maternité privée en fait, puisque pour qu'il y ait une fusion des deux établissements, donc il y avait du personnel qui venait, et puis on a commencé à travailler ensemble, donc déjà pour retravailler sur les critères d'éligibilité, qui peut accoucher dans cette structure, qui n'y accouche pas. Comment est-ce qu'on va organiser les transferts de patientes, que ce soit avant le travail, que ce soit pendant le travail ou après le travail. Donc ça, c'est des discussions qu'il faut avoir vraiment en équipe large. C'est-à-dire que c'est bien sûr les sages-femmes libérales, les sages-femmes hospitalières, les gynéco-obstétriciens, les pédiatres et les anesthésistes. Et c'est un peu le nerf de la guerre, c'est vraiment d'essayer de regrouper tout le monde pour que tout le monde soit d'accord avec finalement cette nouvelle pratique. Vous parlez de plateau technique. Au moment de la fusion, en tout cas, c'était le cas. Oui, oui. À quel moment, du coup, vous avez envisagé un partenariat qui passe du plateau technique à la maison de naissance? Alors ça, c'est tout récent, sauf qu'en fait, on avait un plateau technique qui n'était pas du tout un plateau technique habituel, mais beaucoup plus un plateau technique type maison de naissance. Puisqu'en fait, on a créé un lieu, une chambre, on va dire, confortable, avec un grand lit double complètement non médicalisé, avec alors sur une estrade, mais ça c'est les sages-femmes libérales qui ont dit ce dont elles avaient besoin comme matériel. Il y a un espalier pour se suspendre, il y a une grande baignoire d'angle, des toilettes. Et cette pièce non médicalisée, le seul matériel médical qu'il y a, c'est un monitoring pour enregistrer le cœur du bébé et les contractions si besoin, avec un capteur qui peut aller et dans l'eau et qui est sans fil. Donc ça, c'était quand même confortable comme appareillage. Cette pièce est non médicalisée et elle était réservée uniquement aux sages-femmes libérales de la Casa de naissance. C'est pas un plateau technique. La sage-femme de la Casa de naissance n'a jamais utilisé nos salles, on va dire médicalisées. S'il y avait une demande d'analgésie péridurale, ça n'est pas la sage-femme de la maison de la Casa de naissance qui se chargeait de la patiente. D'accord. C'est pas un plateau technique. Le plateau technique classique, c'est une sage-femme libérale qui peut utiliser les locaux, la salle d'accouchement habituelle, qui va faire un suivi et un accouchement dans cette salle. Alors que nous, non, elles étaient quand même à part. Alors le à part, on est séparés par un couloir. Et c'est ça qu'on a travaillé, c'était la sécurité de tout le monde. Et finalement, les sages-femmes de la Casa de naissance, qui avaient l'habitude dans l'autre maternité d'être également très proches, ont trouvé que c'était une bonne idée qu'on soit très proches. Donc s'il y a un transfert, c'est moins de 20 secondes. Donc après, comment est-ce que ça s'est transformé? Donc ça fait depuis 2018 qu'en fait on travaille ensemble.
Donc après, je vous dirai comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble, qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble. Mais donc depuis 2018, on est dans cette situation-là, avec des relations quand même riches, et je pense que voilà, ils seront d'accord pour dire aussi que c'était un bon partenariat. Et puis le décret pour les maisons de naissance est enfin paru en décembre 2021, je pense, où là, suite à l'expérimentation, donc ça a mis un petit peu de temps pour sortir, parce que c'est sortir un petit peu avant. Et puis finalement, ce décret est passé pour dire que l'expérimentation était positive et qu'il y avait possibilité de création de maisons de naissance. Et même, il y a eu une demande du ministère de la Santé pour qu'il y ait une maison de naissance par région. C'est déjà le premier objectif de nos instances. Donc les maisons de naissance qui existaient, elles ont persisté dans leur fonctionnement. Et puis, nous, finalement, on n'était pas très loin du fonctionnement de maisons de naissance. La différence, c'est que les patientes qui accouchaient avec la casa de naissance, donc sur leur plateau non médicalisé, ensuite étaient hospitalisées chez nous. La sortie, par contre, n'était absolument pas ultra précoce. D'accord. Les patientes restaient hospitalisées, ou 2 jours si elles faisaient une sortie précoce classique, ou 3 jours, ou un peu plus s'il y avait des difficultés éventuellement d'allaitement. Voilà. Donc finalement, le changement, ça a été un changement de convention. Le changement, ça a été un changement dans l'organisation pour les sorties ultra précoces. Mais nous, maternité partenaire, je dois avouer que, à part faire de la place, parce qu'il a fallu que, je vais vous expliquer, les locaux maintenant, ils ont encore un peu changé. Voilà, donc il y a des compromis à faire. Les compromis pour nous, ça a été de leur donner de l'espace. Et puis pour elles, voilà, c'était quand même un sacré challenge parce que l'organisation pour suivre des femmes qui sortent hyper précocement, globalement 6 heures après un accouchement, ça demande une organisation pour des sages-femmes libérales. Mais sans doute, vous avez déjà eu des témoignages en ce sens. Oui. Donc en fait, on s'est appuyé sur le décret pour organiser ça. On a été soutenu par notre direction et on a été soutenu par l'ARS. D'accord. Donc ça a été ça quand même le gros chantier, mais on avait pas mal de soutien. Oui, oui, j'imagine que ça a été un gros chantier. Vous venez de parler de particulièrement l'organisation en termes de logistique, on va dire, au niveau des locaux, et cetera. Vous avez dit, un petit peu avant qu'il y avait eu un coup de cœur entre vos 2 équipes au moment de la rencontre et de la fusion de la maternité privée et de la maternité, de l'hôpital d'Aumagne. Est-ce qu'il y a eu malgré tout un processus particulier, peut-être à un niveau, plus humain, au niveau du partenariat, entre les 2 équipes? Parce que vous parlez de coup de cœur, mais c'est un petit peu abstrait, on va dire. Est-ce qu'il y a eu malgré tout, des besoins de s'accorder sur certaines choses ou? Oui, je parle de coup de cœur parce que finalement, les 2 équipes, on était très positives. On est parti de quelque chose où en fait on avait envie que ça fonctionne. C'est pas pareil, quand vous avez un projet, s'il y a la moitié du projet qui a pas envie que ça fonctionne, ça va être vraiment difficile. Après, c'est des rencontres humaines. On voit qu'en fait, on a quand même des objectifs communs. On a énormément d'objectifs communs puisque, nos objectifs, c'est, de faire le mieux possible pour accompagner, les femmes, qu'on suit. Donc, si on part avec cet objectif commun qui peut être très large, bien sûr, ça englobe tout le monde, mais voilà, en étant le moins nuisible possible, en étant le moins interventionnel possible. Et puis, on est, je pense, des structures, que ce soit elle, la casa de naissance, ou nous, finalement, avec des personnalités où on aime bien se poser des questions, se remettre en question. Et je pense que la remise en question, elle est importante. Et nous, finalement, dans nos pratiques de tous les jours, on accepte assez de se remettre en question, même si c'est pas facile, hein. Ça veut pas dire que ça demande pas d'effort, attention, hein. Mais faut déjà avoir cet objectif commun. Donc l'objectif commun, c'était de dire on va travailler ensemble. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va travailler ensemble? Donc, je vous ai dit, avant qu'ils s'installent, il y a eu des travaux d'aménagement dans notre maternité, donc pour leur installer déjà leur salle, premièrement. Et puis, on a eu beaucoup de rencontres pour commencer à aborder un petit peu les problématiques de transfert, comment est-ce qu'on allait procéder. Et ensuite, finalement, c'est quand on a commencé vraiment en mars 2018, la proximité des locaux a beaucoup joué dans la facilité à se rencontrer, puisque finalement, les sages-femmes libérales, quand elles étaient dans leur casa de naissance, quand elles accompagnaient une femme, c'est tellement proche
que c'est tout bête, mais vous buvez le café ensemble, voilà, vous pouvez partager éventuellement un repas, vous discutez éventuellement de tout et de rien, ou de vos pratiques. Tiens, moi j'ai fait comme ça, voilà comment ça se passe. Donc on échange sur comment ça se passe, et ça a permis que toutes les équipes se rencontrent au fur et à mesure. Donc, toutes les sages-femmes libérales, alors il y a eu bien sûr des variations dans l'équipe, mais on va dire qu'en gros elles sont une dizaine, ont fini par connaître toutes nos sages-femmes hospitalières. Donc ça déjà c'est important. Après, nous les auxiliaires de puériculture sont la deuxième personne qui peut intervenir au cours d'un accouchement. Donc du coup, voilà, ça a rencontré également les auxiliaires de puériculture. Ça, c'est les équipes qui travaillent ensemble. Ensuite, comme les patientes de la casa de naissance étaient hospitalisées ensuite de couches dans notre service, les sages-femmes libérales passaient quand même régulièrement voir leurs patientes. Elles ont bien vu que nos sages-femmes hospitalières avaient vraiment à cœur d'accompagner au mieux ces jeunes mamans dans les premiers jours de rencontre avec leur bébé. Donc elles ont bien vu que les pratiques correspondaient quand même aux aspirations de leurs patientes et que nos sages-femmes étaient à l'écoute également. Donc finalement, on avait cette motivation initiale et quand même un respect de base, mais qui a été conforté par nos rencontres et nos échanges déjà au quotidien comme ça. Ensuite, elles ont eu à cœur de participer, nous on a des staffs, donc elles ont eu à cœur de participer à nos staffs communs. C'est pareil, un staff, c'est-à-dire c'est des réunions de services, donc avec les médecins, les sages-femmes, les pédiatres, en fonction des spécialités, on a plus ou moins besoin de spécialistes qui interviennent. Nous, on a une réunion hebdomadaire. Les sages-femmes libérales ont eu à cœur de venir participer à cette réunion hebdomadaire. Et comme ça, elles nous connaissent, elles connaissent nos pratiques, elles savent comment on fonctionne. Donc, elles peuvent transmettre à leurs patientes, en cas de transfert, comment ça va fonctionner. Donc, elles ont eu à cœur de vraiment connaître notre façon de travailler et on a eu à cœur de leur transmettre notre façon de travailler. Inversement. Et nous, on a eu à cœur de comprendre comment elles fonctionnaient aussi. Comment elles sélectionnaient leurs patientes, comment elles préparaient leurs patientes. Donc ça, c'était des échanges. Vous voyez, quand vous voyez les gens tous les jours... Le lien était déjà fort. Le lien était très, très fort. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis que finalement, le passage à la maison de naissance, pour moi, c'était une évidence. C'était plus compliqué pour les sages-femmes libérales pour qui ça changeait énormément de choses dans leur quotidien, dans leur organisation, de leur consultation, etc. Mais nous, on était déjà très au point dans nos relations, en fait. Oui, ce qui est une base essentielle. Oui. Depuis le début, on parle de maison de naissance, mais on n'a pas pris le temps particulièrement de le définir, en tout cas de le définir à travers vos mots à vous. Est-ce que vous pourriez nous définir, du coup, avec vos mots, ce qu'est une maison de naissance et en quoi, finalement, ça diffère d'une maternité traditionnelle dans un hôpital ou en tout cas d'une maternité qui a le label IHAB? Alors, pour moi, la maison de naissance, c'est un lieu d'accueil pour les femmes et les familles. C'est un lieu d'accueil pour toute la grossesse. On va pouvoir faire un suivi de grossesse, un suivi global, comme on dit. Donc, la sage-femme ou l'équipe de sage-femme va prendre en charge vraiment tout le suivi de la grossesse, la préparation à l'accouchement. Accoucher en maison de naissance, ça veut dire avoir vu tout ce parcours-là, initialement. Être rentré dans ce parcours-là, ça veut dire qu'on est une grossesse à bas risque. C'est-à-dire qu'on n'a pas de risque supérieur qui a été détecté pendant la grossesse et qu'on va accoucher de façon naturelle. C'est-à-dire non médicalisée, accompagnée. Alors non médicalisée, c'est un peu dur parce que les sages-femmes sont du milieu médical. Donc, on va dire accompagnées avec la sage-femme. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça plutôt un accouchement naturel. On a l'habitude de dire non technicisé plutôt que non médicalisé. Donc, oui, parce qu'il est médicalisé par la présence de la sage-femme, mais il est non technicisé. Et l'accouchement va très bien se passer et va permettre une sortie ultra précoce de la maman. Donc, un retour à domicile ultra précoce. Et la maison de naissance va prendre encore en charge les suites de naissance immédiates au domicile des parents. Et du coup, le label Ami des bébés propose quand même une vision assez physiologique, mais qu'est-ce qui diffère du coup de la maison de naissance ? Alors non, ça diffère quand même de beaucoup, parce que ça se fait que dans un milieu hospitalier quand même. Il n'y a pas de non-médicalisation, c'est un accueil, bien sûr il y a des choses qui sont communes,
mais c'est un Mmh. accueil du nouveau-né, une promotion quand même de l'allaitement maternel, en tout cas un soutien, à l'allaitement maternel et puis le label IHAB, il oblige, mais dans le bon sens du terme, à former de façon spécifique les personnels. Donc ça s'adresse quand même vraiment à un gros groupe de personnes qui prend en charge à plusieurs niveaux, la femme qui vient d'accoucher ou la femme enceinte. Mmh. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez, agrandi les locaux pour passer du plateau technique à la maison de naissance. Qu'est-ce que vous leur avez proposé en plus? Effectivement, dans le décret, pour être maison de naissance, il y a quand même nécessité de disposer, d'un certain nombre de locaux et notamment de 2 chambres d'accouchement. Je vais appeler ça chambre d'accouchement, comme ça on aura compris que c'est pas technicisé. Donc nous, jusque-là, il y en avait qu'une seule et c'est vrai que si vous gardez une femme après son accouchement pendant quelques heures, bah, elle va occuper finalement cette chambre. Donc vous êtes plus en mesure d'accueillir une autre femme qui arriverait pour accoucher. Donc il faut quand même avoir un petit peu d'espace pour, bah, pas sortir, hein. Il faut l'idée de l'accouchement maison de naissance, c'est que aussi, voilà, la femme, elle va rester dans une unité de lieu entre le moment où elle va Mmh. arriver, elle va accoucher, avant de rentrer chez elle, elle va rester dans cette unité de lieu, hein. L'idée, c'est pas de la basculer dans une autre petite pièce, donc il faut quand même avoir un peu d'espace. Donc on a créé une deuxième pièce, identique à la première, ou quasiment identique, donc avec un lit sur une estrade, avec une baignoire un peu différente cette fois pour que la maman puisse s'immerger complètement, un espalier toujours, des toilettes, enfin voilà, il y a on peut rester un peu dans cette structure-là. Puis également, offrir aux sages-femmes libérales et aux coparents un espace pour, manger, si besoin, se reposer. Donc on va dire une petite pièce supplémentaire, qui est une mini cuisine, un mini canapé, enfin voilà, un petit espace comme Un ça, un espace de petit repos, espace de quoi. repos Mmh. supplémentaire. Donc bah, ça s'est fait, sur nos locaux de la maternité. J'ai eu beau demander un agrandissement, des locaux par la direction de l'hôpital, mais on n'était pas en moyen d'avoir plus de locaux. Donc finalement, voilà, c'est sûr, bah, on a transféré, je sais pas, c'était nos urgences gynéco qui étaient à cet endroit-là, on les a basculés dans un Mmh. autre endroit du couloir. Mais donc du coup, voilà, la maison de naissance, la casa de naissance, qui a gardé son nom, casa de naissance, s'est agrandie bah, avec les 2 pièces, à côté, en récupérant ces 2 pièces et en restant toujours à proximité vraiment immédiate de notre bloc obstétrical. Oui. Maintenant qu'on a un peu défini ce qu'était une maison de naissance, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être des principaux avantages que vous trouvez pour les futures mamans et bébés, pour les familles qui sont suivies là-bas? Alors moi, ce que je vois comme, avantage, c'est que, je pense qu'il y a quand même, ça répond à une demande. Pas beaucoup de couples finalement, mais quand même un certain nombre de couples. Mmh. Il y a beaucoup de personnes qui sont en rupture avec, notre système de soins, qui sont en rupture avec, notre système hospitalier. C'est un peu rebuté par, tous les soins, techniques, et qui pourraient être, attirées par exemple par un accouchement à domicile, qui me paraît, vraiment non sécurisé. Alors que l'accouchement en maison de naissance, qui est non technicisé, mais qui a une telle proximité avec, des plateaux techniques, donc ça permet quand même de prendre en charge en urgence s'il y a besoin, d'un transfert. Donc ça permet de sécuriser quand même, des accouchements, naturels, d'attirer des patientes qui seraient, tentées par un accouchement à domicile. Donc je pense que ça, c'est un point Mmh. vraiment très positif. Et puis il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'accoucher à domicile, mais qui ont envie de rentrer très vite chez eux, qui ont envie d'être en sécurité, donc vraiment dans le monde hospitalier quand même, mais finalement de pas, recourir à une technicité ou à une salle qui peut être un peu rebutante quand même, hein. Nos salles, nos blocs, classiques, ils sont quand même pas très accueillants, même si on essaye de faire des efforts, mais ça reste quand même une salle très Mmh. technique. Donc je pense que c'est une offre de soins qui est, nécessaire aujourd'hui. Et puis cette offre de soins, permet de secouer aussi, eh ben, nos pratiques classiques d'obstétrique, d'obstétricien. Tous les obstétriciens quand même, depuis plusieurs années, ont réfléchi
voilà, respecter le plus la physiologie. Je pense qu'il y a vraiment eu un mouvement, peut-être le mouvement des violences obstétricales. Ça a permis aussi de faire un petit électrochoc parce que finalement, même nos instances, le Collège national des gynéco-obstétriciens français a voulu répondre à ça. La Haute Autorité de Santé a édité, je crois que c'est en 2018, des recommandations pour l'accompagnement physiologique du travail, quand même pour donner un élan un peu différent et des pratiques différentes par rapport à nos pratiques françaises, qui étaient très franco-françaises, très interventionnistes pendant le travail. Donc ces recommandations de 2018, elles s'inspirent aussi bien sûr de plein de pratiques, que ce soit les pratiques anglo-saxonnes, respecter beaucoup plus la physiologie du travail. Donc on a un courant, on va dire déjà général, de l'ensemble de la communauté des gynéco-obstétriciens, que ce soit le collège des gynéco-obstétriciens, le collège des sages-femmes, tout le monde quand même va dans ce sens-là, parce que on va dans le bon sens. Les maisons de naissance sont là pour appuyer encore, nous prouver qu'on peut accoucher bien et qu'en plus, on peut même sortir à H6 après un accouchement. Ce qui est quelque chose qui ne se fait absolument pas en France, alors que ça se pratique dans plein de pays, en Angleterre depuis des années et des années. Donc, on sait en fait qu'on a du retard par rapport à cette sortie ultra précoce. On a du retard par rapport à la prise en charge de la physiologie, du respect de la physiologie pendant le travail. J'ai l'impression que ce respect de la physiologie, quand même, dans les pratiques, ça évolue vraiment dans le bon sens. En tout cas, dans beaucoup de maternités que je connais. La physiologie du postpartum, la confiance qu'on peut avoir dans les couples, leur capacité à rentrer chez eux immédiatement. Et moi, je remercie les sages-femmes des maisons de naissance de nous le prouver. Même si on le sait, puisque de toute façon, ça se fait ailleurs. Donc, si ça se fait ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas en France. Mais bien sûr, ça nécessite quand même un tissu sanitaire de ville bien développé. C'est vraiment, c'est des sages-femmes libérales qui font le job à la sortie. Parce qu'en Angleterre, elles sortent vite, mais c'est déjà très organisé finalement. La surveillance postpartum, alors que nous, en France, c'est vraiment le tout début. Même aux Pays-Bas. Tout à l'heure, on parlait du Canada et notamment des gynécologues qui récupéraient les cas à la charge de travail des maisons de naissance. Est-ce que vous avez vu quelque chose changer dans la charge de travail au niveau de l'hôpital avec la maison de naissance à proximité? Alors, la charge de travail. Alors, avec la maison de naissance, on va dire finalement depuis notre activité de 2018, parce que notre expérience de maison de naissance, donc la maison de naissance, Casa de naissance, a été inaugurée en novembre 2023. Donc, c'est tout récent. En fait, ça fait moins d'un an. quand la patiente, elle accouche maison de naissance, ça s'appelle pas une surcharge de travail, puisque de toute façon, moi, je la vois pas, j'en entends pas parler et je ne la vois pas. Donc, voilà. Donc après, c'est la gestion des transferts. Et donc, cette gestion des transferts, est-ce que c'est une surcharge de travail? Nous, ça fait partie, on sait que ça fait partie intégrante de notre travail. On a pris en compte dans notre le personnel, par exemple, qui est présent sur place 24 heures sur 24. Nous, on a un obstétricien, on a un système quand même très confortable. On a un obstétricien qui est présent 24 heures sur 24. Un pédiatre qui est présent 24 heures sur 24 et un anesthésiste qui est présent 24 heures sur 24. Donc, on est une maternité de niveau 1 bien équipée. Il y a un service de pédiatrie qui n'est pas un service de néonat, mais qui est un service de pédiatrie, d'où la présence du pédiatre 24 heures sur 24. Mais qui peut nous servir, nous, en bloc obstétrical ou en maternité. Donc, il peut intervenir dans ces deux parties. On disait, est-ce que c'était une surcharge de travail? Non, moi, je ne prendrais pas comme une surcharge de travail. Je dirais plutôt des changements de pratique. Il faut être en capacité. Donc, c'est les transferts. Donc, les transferts, c'est une réalité des maisons de naissance. Au Bagne, il y a à peu près, je crois que ça correspond à peu près au chiffre de toutes les maisons de naissance, c'est à peu près 30% de transferts pendant le travail, quelle que soit la cause du transfert. Ça peut être une demande d'analgésie péridurale, ça peut être plutôt une dystocie qui apparaît. Alors, une dystocie, ça veut dire que l'accouchement se passe plus finalement comme on voulait, donc il y a une stagnation, le col ne veut pas s'ouvrir, ou le bébé ne descend pas, il y a une stagnation de la présentation, ça s'appelle.
Parfois, c'est parce que le bébé se présente pas comme il faut. Il doit être normalement bien fléchi. S'il se défléchit, c'est plus compliqué pour passer dans le bassin de la maman. S'il regarde en l'air, ça va pas non plus. Enfin voilà, il y a plusieurs cas qui vont provoquer finalement une dystocie. C'est des choses qu'on peut pas anticiper. Ça peut arriver même sur une grossesse à bas risque. Il peut y avoir un transfert parce que le fœtus ne supporte pas les contractions, par exemple. Donc il y a des anomalies du rythme cardiaque qui est dépistée par la sage-femme. Donc ces transferts-là peuvent se faire sans urgence, tranquillement, parce que voilà, il y a le temps de se transférer des informations, du coup de se présenter à la femme, et puis il va falloir qu'elle fasse quand même une partie du deuil, puisque c'était pas du tout son projet. Donc c'est très difficile pour les femmes qui avaient comme projet d'accoucher en maison de naissance, et puis que finalement ce projet va tomber à l'eau. Et nous, je dirais que c'est ça, cette difficulté, c'est d'arriver à trouver notre place et de ne pas paraître comme le côté obscur de la force. On veut pas apparaître pour ça. Oui, on aimerait les accompagner dans leur projet, mais il y a des moments, le projet, c'est plus possible en fait que ça se poursuive. Ça va vous paraître bizarre, mais il y a des fois, c'est très difficile pour nous, même des gynéco-obstétriciens, même avec de l'expérience. On est obligé de se dire attention, on n'est plus dans la physiologie. Parce que nous aussi, on est des humains. On a envie d'accompagner cette femme et ce couple dans son projet et que tout se passe bien. On a envie que tout soit rose et que voilà. Mais c'est pas toujours simple de bien prendre conscience qu'en fait, on est en train de basculer dans de la dystocie, éventuellement dans de la pathologie. Et il faut, nous, en prendre conscience, être capable de le présenter à la femme, être capable de lui faire comprendre que on a mis peut-être un arrêt sur son projet initial, mais finalement, son projet, c'est d'avoir un bébé en bonne santé, elle d'être en bonne santé. Et donc, ça va être notre objectif. Et donc, il faut qu'on garde cet objectif commun, qu'il y ait une césarienne à faire ou pas. Donc là, je vous parlais tout à l'heure des transferts qui se font de façon tranquille. Et puis, il y a des fois, il y a de l'extrême urgence à gérer. Et là, l'extrême urgence, donc là, nos équipes, on sait gérer de l'extrême urgence pendant un travail qu'on suit nous. Il a fallu apprendre à gérer l'extrême urgence d'un travail que vous ne suivez pas. Donc, une patiente qui est transférée comme si elle venait finalement de l'extérieur. Donc, on se met bien sûr, puisque la sage-femme libérale qui la suivait jusque-là va nous transmettre exactement comment ça s'est passé. Mais parfois, il nous faut juste quelques minutes pour prendre en charge l'urgence. Donc ça, c'est un apprentissage. Oui, Il faut apprendre à respecter le choix de la femme, pas porter de jugement, même si c'est notre pratique tous les jours. Il ne faut pas porter de jugement, mais en fait, il faut se le répéter, ne pas juger. Puis, il faut que toutes les équipes aient conscience de ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas que l'anesthésiste arrive. La femme est déjà déçue parce que on est obligé de poser une analgésie péridurale. Elle ne voulait pas ça. Finalement, on pose une analgésie péridurale. Nos anesthésistes, ils ont aussi appris à travailler dans ce contexte-là, essayer de... Oui, il y a des phrases maladroites qui peuvent être dites. J'ai l'impression quand même de moins en moins, il y a ces phrases maladroites qui sont exprimées. Donc ça, c'est bien, pour pas rajouter à la déception de la femme. Et puis pareil, par le gynécologue, par la sage-femme hospitalière, par tout le monde. Et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé ensemble, de bien s'entendre, ça participe au fait, on se fait confiance et on se respecte. Je pense que c'est vraiment les mots-clés, c'est de respecter. En fait, je respecte finalement le choix de la femme. Je respecte la sage-femme libérale. Si elle est rentrée là-dedans, c'est qu'en fait, c'était possible. Et puis là, il y a un moment, ça ne l'est plus. Et donc, on bascule dans un autre système. Donc, la charge de travail, elle n'est pas en termes de quantité, mais elle est en termes d'adaptation. Après, les sages-femmes, je ne sais pas si toutes les femmes de maison de naissance, mais nos femmes sont des femmes qui sont exigeantes, et je pense qu'elles ont raison d'être exigeantes, mais parfois ça bouscule un peu les habitudes des équipes, parce qu'en fait elles vont demander et pourquoi j'ai ça, et pourquoi on me met du Synto, et pourquoi j'ai la perfusion, et pourquoi est-ce que on doit rompre la poche des os, voilà. Donc en fait, oui, mais je pense que c'est très bien en fait. Mais dans nos pratiques de tous les jours, maintenant, nous, c'était déjà quand même un peu le cas dans nos pratiques sur l'hôpital d'Aubagne, mais de respecter la volonté de la femme et de ça a renforcé un petit peu ça. Donc, un intérêt de développer des maisons de naissance, c'est que ça pourrait aider toutes les équipes à basculer dans un respect des souhaits des femmes.
Oui, je pense qu'en effet, les personnes qui sont suivies en maison de naissance ou qui font ce choix ont un besoin. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on a remarqué au fil des interviews et des personnes avec qui on a discuté, ce besoin d'être actrice. Ça a été même l'objet d'une de nos thématiques, vraiment ce besoin de comprendre ce qui va se passer, quelle que soit l'issue, en fait. Même en cas de transfert qui peut éventuellement se terminer en césarienne, peu importe. Mais c'est vrai que du plus naturel au plus médicalisé, c'est comprendre ce qu'elle vit pour finalement l'accepter le mieux possible. Nous, Oui, on a eu des témoignages comme ça, vraiment de cas, assez rudes, de vécus où il y a eu, justement, besoin et de faire le deuil du projet, mais aussi où il y a eu, de la des pathologie, complexités derrière. complexe Mmh. et où finalement les femmes ont réussi à faire un processus de deuil et à l'accepter peut-être plus facilement parce qu'elles ont été ultra accompagnées là-dedans, que ce soit par l'équipe de la maison de naissance ou l'équipe de la maternité partenaire. Enfin les 2 en fait, ont toutes, comme vous dites, respecté ça et lui ont mis à disposition, l'information de ce qui allait lui arriver. Nous, c'est en tout cas quelque chose qui nous est beaucoup remonté par, les usagères, même de toutes les maisons de naissance. Si je sais ce qui m'arrive, je l'accepte d'autant mieux, quel que soit le vécu. En tout cas, c'est ça que j'ai Ouais, c'est la besoin de vivre compréhension de la situation, oui. et donc en fait, psychologiquement, ça coule beaucoup mieux. En fait, ça commence par le savoir qui est fourni, de leur corps et de la physiologie, donc la connaissance en amont de comment se déroule un accouchement et comment il peut se dérouler et après ça se complète avec le fait, d'être en effet, écouté et en partie acteur, de ce qui est en train de se passer et donc oui, plus il y a d'informations qui est communiquée sur, pourquoi on fait ça ou tous les actes qui sont proposés, plus les femmes sont à même de bien accepter ce transfert, de bien vivre malgré le deuil, comme on disait, de ce projet, quoi. Alors après, Ça favorise en tout cas. voilà, c'est ça, ça Ça favorise favorise. grandement. On C'est a eu, pas des rien n'est parfait, mais ça c'est ça, favorise. on a eu des exemples, Ah, c'est sûr, je pense que la connaissance pas pendant le travail, hein, c'est pendant la grossesse, de la possibilité d'un transfert, c'est essentiel. Ça fait pas tout, hein, parce qu'effectivement, il peut y avoir des femmes, qui ont été très bien oui, préparées et malgré tout, Bien sûr. ça peut être vécu comme un traumatisme, ça c'est sûr, parce qu'il y a, bah, ce qu'on vous a dit, puis ce que oui, vous avez pu, entendre et comprendre et la la réalité réalité, oui. effectivement. Après, ce qui est important aussi, c'est le lien que la maison de naissance a avec la maternité partenaire. Parce que si Ouais. la maison de naissance a des très bonnes relations avec la maternité partenaire, et nous, ça nous a été très souvent dit, en fait, ils ont senti qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient dans la même équipe. C'est-à-dire qu'il y a un transfert, mais c'est voilà. Et après, nous, si la sage-femme de libérale, elle reste pendant très longtemps, oui, il y avait ça aussi, cette particularité, c'est que quand il y avait des transferts, elle restait avec les patientes. Donc tout ça, ça nous a, vous voyez, le temps qu'on a passé à Oui. travailler les uns avec les autres. Donc à voir que, bah oui, finalement, ce qui était pratiqué Mmh. dans le monde du bloc obstétrical était pas si négatif que ça et si respectueux de la volonté de la patiente. Donc oui, voilà, la préparation, c'est essentiel. Et puis après, moi, c'est vrai que, bon, je suis maman de 3 enfants. Bon, on a toujours plein de projets, hein. On se dit: «Ah bah oui, on va faire comme ci, on va faire comme ça» et puis en fait, les enfants, ils sont là pour nous montrer que c'est tout le contraire, hein. C'est ce sera pas forcément ce qu'on avait prévu. Donc j'ai envie de dire l'accouchement, Oui ouais, et ça ça commence par commence la par la grossesse grossesse et et l'accouchement. l'accouchement, c'est déjà un bon coup pour nous les femmes, Ouais, bah oui, ça se passe pas toujours exactement comme on voudrait, mais ça commence même par la reproduction, je dirais, oui, ça peut, oui, pour pour certains, certaines. ça peut être dès ce stade-là, la difficulté. Mais voilà, c'est vraiment une préparation, mais c'est une préparation à la vie. C'est pas qu'une préparation pour l'accouchement parce que les coups durs, ils peuvent arriver à tout moment. Donc, ça dépend comment on est prêt psychologiquement à accepter les changements. Bon, et puis l'accouchement, bah oui, il y a une grosse part d'inconnu, hein, même si on a voulu Mmh. tout cadrer et tout comprendre. Il faut être prêt à l'inconnu et à c'est une aventure. Oui. Oui. On parle depuis un moment de tout ce qui concerne la préparation. Vous avez parlé à différentes reprises aussi de cette fameuse demande de péridurale, parfois en cours de travail, qui peut être faite et qui du coup nécessite un transfert. Dans toutes ces préparations qui sont faites, on parle justement à l'idée d'être transféré, à l'idée d'être accompagné. Dans votre parcours aussi, on a compris que aujourd'hui, en France en tout cas, l'accouchement naturel, c'est pas forcément ce qui est au cœur des études, de gynécologie, peut-être même de sage-femme, en tout cas de celles qui nous en ont fait le récit. C'est ce qu'on a cru comprendre aussi.
Cette fameuse prise en charge de la douleur, est-ce que vous pensez qu'elle a une importance et que même en maternité, dans les séances de préparation, elle pourrait être peut-être, plus développée, même sur un parcours standard? Est-ce que vous voyez quelque chose, qui peut être inspirant justement dans la prise en charge de la douleur et de comment c'est accepté, à quelle fréquence est donnée la péridurale en fait, en maternité? Parce que c'est quelque chose, qui revient souvent en fait dans nos interviews, au niveau professionnel et qui nous questionne parce que c'est pas forcément un sujet dans lequel vous êtes rentrés jusqu'à présent et qui peut être intéressant parce que ça fait partie, intégrante justement de la préparation à l'accouchement. Savoir ce qu'on va traverser. Il y a 2 points dans ce que vous dites. On a parlé des transferts, maison de naissance pour demande, de péridurale, d'analgésie péridurale. Très souvent, dans ce contexte-là, il y a une demande d'analgésie parce qu'en fait, on est en train de rentrer dans un accouchement dystocique. Parce que c'était une femme qui était quand même ultra préparée, qui est accompagnée, Oui. et cetera. Donc je voulais revenir juste là-dessus, hein. Finalement, nous, pas la demande: «Tiens, j'ai changé d'avis», c'est rarement comme ça. C'est rarement comme ça. C'est Donc intéressant. après, ça, c'est un point que je voulais souligner. Après, concernant la préparation et la gestion de la douleur pendant le travail, oui, oui, on est très, très loin de ce qu'il faudrait faire. Après, là, j'ai pas tous les outils, pour, répondre à cette question. Mais bien sûr, ça devrait être, déjà en amont, pendant les cours de préparation à l'accouchement. Je pense que c'est une préparation psychologique, en fait, hein. Il faut savoir vraiment ce qui va se passer dans votre corps. C'est j'allais dire un déménagement, mais voilà, il va se passer vraiment quelque chose. C'est comme une épreuve, moi je dis souvent, aux patientes, c'est une épreuve sportive qui va se passer là. Donc vous n'allez pas vous en lancer dans un semi-marathon, sans avoir, commencé à courir, quelques mois avant, hein. Donc des femmes Mmh. arrivent pour accoucher, sans aucune préparation. Bon, peut-être qu'elles ont fait une préparation un peu classique, mais voilà, physiquement, il faut être prêt parce que c'est une épreuve physique et psychologiquement, c'est une épreuve, donc il faut aussi se préparer psychologiquement. Donc qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Donc ça, c'est vraiment important de visualiser, voilà, j'ai des contractions, mais tant mieux qu'on a des contractions parce qu'en fait, sinon cet enfant ne sortira jamais. Donc la contraction, c'est quelque chose de positif et puis ça va pas durer en fait. Ça va être très fort, ça va durer une bonne minute, mais après, ça on va récupérer. Donc il faut trouver les moments. Comment est-ce que je fais pour récupérer, entre 2 contractions? Donc c'est la préparation en amont qu'il faudrait améliorer et après c'est l'accompagnement en salle de travail et c'est là, alors c'est un élément que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire en maison de naissance, mais c'est le one to one. C'est-à-dire j'ai une sage-femme Mmh. Mmh. qui se consacre exclusivement à une seule femme et Mmh. le fait que, la sage-femme puisse accompagner exclusivement une femme, elle va pouvoir, comme un coach, hein, l'aider, la motiver ou que ce soit son mari, enfin en fonction de ce qu'ils ont décidé ensemble, de comment est-ce qu'ils allaient, de quels besoins elle avait. Mais finalement, voilà, comme un sportif, elle a son coach au moment de l'épreuve. Ouais. Elle n'est pas abandonnée, toute seule avec, des nouvelles sensations qu'elle est en train de vivre, qu'elle n'avait pas forcément imaginées, parce qu'elle n'avait pas forcément imaginé que, ce serait aussi dur, que les contractions seraient aussi, rapprochées. Enfin voilà, parce que chaque travail bien sûr, est différent et chaque vécu est différent. Donc voilà, en salle de travail en France aujourd'hui, il n'a pas été décidé, il n'y a pas eu de décret pour dire qu'il fallait, une sage-femme, par patiente malheureusement. Mais ça, c'est vraiment un gros point sur lequel, il pourrait y avoir des efforts qui soient faits. Et puis après, il y a tous les mais qui vont avec, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la sage-femme qui est en lien, en one to one avec sa patiente, peut-être qu'elle peut lui faire de l'hypnose, de la sophrologie. Enfin, il y a énormément de Mmh. possibilités, d'analgésie, on va dire, indépendamment de l'analgésie péridurale, avant d'arriver à l'analgésie Oui. péridurale. Donc voilà, le bain, le ballon, enfin voilà, il y a plein de choses, de pouvoir se suspendre, enfin voilà, de changer de position. Enfin, il y a énormément de choses qui sont à faire et qui peuvent être pratiquées, bien avant l'analgésie péridurale. Et je me posais notamment cette question parce qu'au début de l'interview, vous êtes pas rentré dans le détail, mais j'ai trouvé ça intéressant que vous fassiez la différence entre un accouchement naturel et un accouchement physiologique. Parce que vous avez dit à demi-mot que finalement un accouchement physiologique pouvait être assisté par une analgésie péridurale. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue ou nous expliquer un petit peu cette nuance que vous avez
vite, Ouais, alors, évoqué au début? parce qu'en fait, j'estime que, une analgésie péridurale peut survenir, peut être, voilà, aider la femme à avoir, finalement un déroulement physiologique de son travail. C'est-à-dire que, il va y avoir une poursuite, des contractions, une poursuite de la dilatation sans aucune autre intervention et un accouchement qui va pouvoir se faire, peut-être de façon plus sereine. Mmh. J'ai vu quand même, des transferts, on va dire que ce soit de maison de naissance ou de notre plateau, pour, finalement une patiente tellement algique au moment des efforts expulsifs, qui devient en incapacité de pousser et de finaliser l'accouchement. Alors que si elle avait une analgésie péridurale, elle était super bien préparée pour, pousser, elle poussait très bien, le bébé était bien positionné, enfin, je veux dire, il n'y avait pas besoin d'intervention, Mmh. autre. Donc en fait, l'analgésie péridurale peut rendre des accouchements, oui, physiologiques. Je comprends très bien, mais je pense que c'est intéressant justement de D'exposer. développer un petit peu ce sujet parce que je pense qu'il interroge, un certain nombre de personnes qui parlent d'accouchement, soit naturel, soit physiologique et qui n'arrivent pas à trouver ce juste milieu, surtout vis-à-vis de la péridurale. Oui, parce qu'il y a quand même une demande et les femmes, je trouve parfois ont une vision, extrêmement négative de l'analgésie péridurale et moi je peux en avoir une version, une vision beaucoup plus positive où, oui, je trouve que dans un certain nombre de cas, même si je pense qu'il y a plein de fois où elle pourrait être, voilà, évitée ou retardée ou que sais-je, en fonction de l'accompagnement. Si l'accompagnement pouvait être peut-être un peu plus, personnalisé, et un peu plus proche pour la femme, mais, ça simplifie beaucoup de prise en charge et ça Mmh. évite énormément d'anesthésie générale. On n'a pas parlé de tous ces transferts, les transferts, postnataux pour hémorragie de la délivrance. Mais quand vous avez une hémorragie de la délivrance chez une patiente qui n'a pas d'analgésie péridurale, les gestes que vous avez à faire en urgence pour limiter l'hémorragie, nécessitent, une analgésie. Donc en fait, on va avoir recours à une analgésie, une anesthésie générale. Bon, si elle a une analgésie péridurale, en fait, elle va continuer à faire, son pot à pot avec son bébé et puis nous, on va s'occuper de ce qu'on a à faire, si nécessaire. Si elle fait l'anesthésie générale, là, on est obligé de rompre le pot à pot, en tout cas avec la maman. Donc voilà, c'est des cas où on se dit: «Bah oui, finalement, si on avait une anesthésie, péridurale, on aurait été, plus confortable, pour prendre en charge et puis pour la maman aussi, c'était plus confortable plutôt que de se retrouver avec Mmh. une anesthésie générale, voilà, à la fin, bon, ça rompt aussi le projet, quoi. Mmh. Oui, ça va un petit peu plus loin dans la Mmh. difficulté. Et par rapport à, aussi ma question de tout à l'heure, quant à la préparation à la douleur justement, je parlais du parcours normal parce que c'est aussi quelque chose, qui a pu être abordé à différents moments, dans nos interviews, même par les sages-femmes. Cette dimension de se dire, certaines femmes accouchent rapidement et elles s'étaient tellement dit qu'elles allaient accoucher avec une péridurale qu'en fait, parfois il y a pas le temps de la poser ou en tout cas c'est tellement tardif que ça n'a pas l'effet escompté, en tout cas ce à quoi la femme s'attendait et c'est aussi pour ça que je vous demandais ça de la préparation à la douleur, parce qu'en fait, même quand on pense avoir ce projet de péridurale, il peut arriver qu'on n'y ait pas accès pour une raison ou pour une autre, que ce soit une urgence ou tout simplement un accouchement qui va vite ou peu importe, un embouteillage. Nous, c'est aussi ça qu'on se demandait, c'est comment on pourrait, mieux informer les femmes, quel que soit leur parcours, à ce qui les attend, mais ce que vous venez justement d'évoquer, hein, dans, la préparation. Parce qu'en fait, il y a ce moment où, parfois, il y a aussi le deuil de la péridurale qui peut être fait dans un parcours normal comme, il peut y avoir un deuil des maisons de naissance qui est fait, au moment d'un transfert, en fait. Je pense que c'est une dimension aussi, intéressante, tout ce que vous avez dit parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, quand une femme se dit: «Je vais avoir la péridurale», elle se dit qu'elle va pas souffrir et dans certains cas, il y a pas cette possibilité, quelle qu'en soit, la raison et il y a peut-être une difficulté quand vous dites, la femme ne peut pas aller au bout de son accouchement tellement elle est dans la douleur et cetera, peu importe finalement que ça vienne de maison de naissance ou pas. C'est ce moment où, la péridurale a pas été posée, à temps ou Bien je sais pas. sûr, bien sûr. Oui, oui, non, mais c'est en fait, il faut se préparer, qu'on ait un projet maison de naissance ou pas, l'accouchement, c'est une certaine violence
Et puis, il y a certains accouchements qui sont beaucoup plus paisibles, les choses se font doucement, comme vous dites. Et puis, il y a des fois, c'est extrêmement brutal. Mmh. Alors, l'information, elle est importante. Je pense que ça fait vraiment partie de la préparation à l'accouchement. Nous, on va dire qu'au niveau des consultations anténatales, toutes les informations sont difficiles à divulguer. C'est pour ça qu'il y a ces séances de préparation qui sont là pour ça. Donc, il faut les préparer, je suis d'accord avec vous, dans tous les sens, à l'imprévu, à l'inconnu. Après, ces femmes qui ont un accouchement traumatique, que ce soit dans un sens ou dans un autre, hein, c'est-à-dire que elle ait une péridurale alors qu'elle n'en voulait pas, qu'elle a une césarienne qu'elle n'en voulait pas, Oui. ou au contraire, finalement, elle n'a pas eu de péridurale alors qu'en fait, elle en voulait. Ces femmes ont vécu un traumatisme. C'est un vrai choc Oui. post-traumatique. Ça a été étudié dans l'enquête périnatale avec quand même, je crois, à peu près 8% des femmes qui vivent un accouchement comme un choc traumatique. Donc il faut qu'elles soient accompagnées en postpartum. Ça, c'est très, très important. Donc nous, on a la chance d'avoir une psychologue en maternité donc qui nous soutient là-dedans. On va revoir ces femmes qui ont vécu cet accouchement de façon traumatique, parce que ça peut être très difficile ce que vous racontez comme cas tout à l'heure. Ces femmes qui accouchent de façon un peu inopinée, et finalement elles voulaient leur péri, et puis elles accouchent tellement brillamment. Et puis nous on va dire mais c'est un accouchement hyper brillant, franchement c'est super quoi. Oui, vu de l'extérieur, en fait. Mais en fait on sait que ça peut être vécu très mal. Donc elles ont besoin d'être accompagnées aussi. Oui, et on a eu même des échos de sages-femmes qui travaillent en maison de naissance et qui, malgré le fait que ce soit un parcours souhaité, un suivi qui a été volontairement fait, on n'atterrit pas en maison de naissance par hasard, qui ont eu des cas de femmes où l'accouchement s'est très bien déroulé, jusqu'au postpartum, etc., mais qui ont eu un vécu et Qui du coup s'attendaient pas à besoin ça, ouais. de traiter un trauma suite à cet accouchement, parce qu'en fait, finalement, il y a quand même eu un décalage entre tout leur suivi. Donc, même si l'accouchement et même si le projet va jusqu'au bout en maison de naissance et que, médicalement parlant, il se déroule parfaitement, en tout cas sur un plan médical et clinique, ça peut aussi arriver. Donc, c'est vrai ce que vous dites, c'est l'accompagnement en postpartum, il est aussi Après ça essentiel. veut dire qu'en fait il faut se préparer à l'imprévisible. Oui, c'est complexe. On est d'accord que c'est complexe. Donc c'est très compliqué. Donc c'est une préparation, on pourra jamais avoir, il faudrait savoir à l'avance, comment ça va se passer. Enfin, vous voyez, il y a trop d'imprévus, Bien sûr. trop d'improvisation, c'est Non, mais ce que compliqué, vous disiez, en fait, mettre à disposition potentiellement un psychologue au sein de la maternité ou avoir Oui, oui, oui. justement des séances de préparation dédiées à la prise en charge de la douleur ou à ce qui se passe dans le corps quand vous disiez qu'est-ce que la femme va vivre. Comme ça, elle a ça en tête au moment où il y a le vécu. Et puis ce qu'on disait, quel que soit l'accompagnement, en fait, quels sont les gestes médicaux qui sont pratiqués et pourquoi, finalement, ça participe aussi à limiter les cas de traumatisme, ou en tout cas d'avoir peut-être des traumatismes moins profonds selon les cas. Je sais pas, je dis ça Oui. d'un point de vue complètement extérieur à la profession. Mais en tout cas, de tous les échos qu'on en a, c'est ce qu'on arrive à voir émerger le plus souvent. Ce qui est très important pour nous, c'est de revenir discuter avec la femme. Mmh. Donc en suite de couche, là, dans les services d'hospitalisation, de pouvoir réexpliquer comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, que elle puisse exprimer son ressenti, ça c'est très important aussi. Et puis, il faut pas imaginer que quand un accouchement est traumatisant pour une femme, il ne l'est pas pour l'équipe. Il peut être aussi traumatisant pour l'équipe. Donc l'équipe peut avoir besoin aussi, l'équipe a pris sur elle pas partir en panique, mais c'est sûr que si vous avez une extraction difficile, les cas où ça peut être compliqué, c'est compliqué pour tout le monde. Donc on en Oui, bien rediscute, on évidemment. a vraiment des moments, nous, pour, on va dire, débriefer sur cette situation compliquée. Et il faut débriefer avec les parents, ça, c'est sûr. Ça, c'est important, Mmh. Débriefer immédiatement, débriefer quelques jours après, leur proposer la consultation avec la psychologue et débriefer à distance. C'est hyper important de pouvoir les revoir 1 mois après. On reprend les éléments, le partogramme et on revoit ce qui s'est passé. Alors que ce soit pour dire, écoutez, ça s'est tellement bien passé, vous n'avez pas eu de péridurale, mais voilà, je vous félicite, vous êtes parfaite là. Ou de se dire, écoutez, voilà, on était dans ce contexte-là, on a tout essayé, on s'est laissé du temps, on a été obligé de percer la poche des os. Les étapes, revenir sur les étapes, revenir sur la compréhension du truc. Alors ça efface pas tous les traumatismes, là, ce serait bien présent
présomptueux de dire Oui, bien ça. sûr. Mais ça met quelques mots, quoi. Et puis, ça va mettre quelques mois. Et puis, la grossesse d'après, c'est encore le moment, dès le début de la grossesse, de revenir sur les vécus des accouchements et d'anticiper les difficultés à vivre pour la femme pour l'accouchement suivant. Donc là, à ce moment-là, on Oui. refait encore voilà, des séances, on va dire, de préparation, de discussion, que ce soit avec la psychologue, etc., pour rediscuter encore de cet événement traumatisant qu'elle a pu avoir au cours d'un accouchement. Oui. Mais comme vous dites, en fait, la discussion, c'est essentiel. Vous nous l'avez dit au début de l'interview par rapport au partenariat entre les maisons de naissance et l'équipe de la maternité partenaire, mais c'est aussi le cas, comme vous dites, en fait, entre les professionnels et les patients parce que tout le monde vit ça. C'est un métier, en plus, un domaine qui est particulièrement attrait à l'humain et à la vie. Donc, en effet, on peut aussi tout à fait comprendre que même les professionnels aient besoin, des fois, d'exprimer certaines choses ou d'en rediscuter parce que personne n'est insensible à quelque chose qui peut être difficile à voir, à pratiquer, à vivre, peu importe. En tout cas, pour revenir un tout petit peu plus sur le sujet des maisons de naissance, qui était le propos il y a quelques minutes avant, est-ce que vous voyez une évolution ou une tendance croissante des maisons de naissance dans les prochaines années? Alors, je dirais oui. Parce que je l'espère, premièrement. Il y a quand même, un soutien, des ARS, du ministère de la Santé, enfin, il y a quand même vraiment, je trouve, un soutien pour le développement de ce type de structure, on va dire en haut de la pyramide. Donc ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, c'est une sacrée organisation, surtout pour les sages-femmes libérales. Donc c'est à elles, finalement, qui témoigneraient le mieux de, voilà, comment est-ce qu'elles peuvent s'organiser sur un territoire. Il faut être quand même assez nombreuses, je pense, pour que ce soit confortable et que ça fonctionne bien. Donc il faut déjà une organisation de sages-femmes libérales qui ne travaillent pas ensemble, puisque de principe, elles sont libérales. Donc chacun est dans son cabinet ou à 2-3 dans le même cabinet. Mais donc ça veut dire qu'il faut déjà faire des liens entre les sages-femmes libérales. Et une fois qu'on a ce groupe de sages-femmes libérales, il faut qu'elles arrivent à se rapprocher d'un établissement de santé, d'une maternité partenaire. Donc là, il faut trouver le partenaire. Il faut que le partenaire soit un tout petit peu ouvert d'esprit pour dire, bah oui, je vais accueillir ce type de structure dans ma maternité, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Donc là, ça va avec l'évolution des mentalités. Si on est plus ouvert à ce type de pratique et si on pense qu'en fait c'est une vraie offre de soins parce qu'il y a une vraie demande des familles, ça ne peut que marcher, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Après, je pense qu'il faut avoir des outils. Finalement, quand il y a eu la création là, de la maison de naissance, de la casa de naissance, alors qu'il y avait déjà quand même 8 maisons de naissance existantes sur le territoire, j'ai eu l'impression que on était obligé de repartir de zéro pour créer une convention, un contrat. Alors c'est sûr que forcément, en fonction des habitudes des services, il va y avoir des points qui seront spécifiques à un partenariat. Mais néanmoins, il pourrait y avoir des choses qui soient déjà bien cadrées, qui soient déjà coordonnées, peut-être plus de transparence sur les fonctionnements de chaque maison de naissance. Si on avait eu accès à tout ça, ça aurait été plus simple. Bon, je sais que l'équipe a pu visiter une maison de naissance. Voilà, la mise en place de partenariats, si j'ai bien compris, c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui. C'est que les Oui, en maternités effet. s'ouvrent à des structures de sages-femmes libérales qu'ils ne connaissent absolument pas. Oui. Justement, c'est quelque chose qu'on a pu aussi avoir comme écho de sages-femmes, donc parce que au sein du collectif national des maisons de naissance, ça regroupe et les maisons de naissance existantes et tous les projets en cours de création. Et c'est vrai qu'il y a cette difficulté de se dire, quand, comme vous dites, les sages-femmes doivent se mettre en groupe, mais derrière, elles doivent trouver un partenaire. Et ça, il y a des projets qui avortent parce que ça leur prend des années en plus de leur boulot, alors soit libéral, ça arrive aussi que ce soit des sages-femmes qui exercent en maternité et qui veulent se varier leurs pratiques en s'extrayant du système hospitalier ou autre, qui même des fois ont des promesses qui finalement au moment où ça doit être acté, il y a un retour arrière. Alors vous parlez des soutiens au niveau des ARS, etc. Donc ça c'est essentiel. Il y a ce besoin aussi que les maternités partenaires acceptent, mais comme vous dites, ça va, je pense, avec les évolutions des mentalités. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un truc en particulier qui puisse vraiment, au niveau national, débloquer quelque chose pour le développement des maisons de naissance ou finalement ça ne sera qu'avec le temps et l'œuvre de chacun, de chacune? Alors, non, j'ai pas de baguette magique, je pense que ça va être le témoignage quand même. Peut-être le témoignage, la publication
de toutes les expériences de maison de naissance aussi. Je pense que Mmh. faut qu'elle communique, même, je sais pas moi, au sein des congrès, nationaux, ou les congrès locaux, qui regroupent, les gynéco-obstétriciens. En fait, faut c'est comme ça qu'elles vont pouvoir, témoigner de leur activité et de leur expérience. Mmh. Mais c'est ce qu'elles essaient déjà de faire de Ouais, plus en oui, plus, oui. ouais. Après, ce qui a pas mal bloqué, c'était aussi les sorties ultra précoces. Voilà, il y a une évolution des pratiques. On voit qu'en fait, ça a du bénéfice. Nous, on a le témoignage donc de nos sages-femmes là, de la Casa de Naissance qui nous disent c'est vrai qu'il y a plein d'allaitements qui se mettent en place de façon beaucoup plus facile que quand les patientes Mmh. étaient hospitalisées. Les couples, même quand c'est un premier enfant, prennent confiance vraiment en eux beaucoup plus facilement finalement que quand, ils se sentent, peut-être un peu diminués quand ils sont hospitalisés. Parce que du coup, d'un coup, ils se disent: «Bah, je suis là parce qu'en fait, je connais rien, donc je suis là». Donc ils peuvent se Mmh. sentir un Mmh. peu, voilà, démunis, alors qu'il y a beaucoup moins ce sentiment-là, finalement, quand ils sont rentrés immédiatement, chez eux, propriétaires du lieu, de leur bébé, de leurs émotions, voilà, de comment ça doit se passer. Mmh. Donc moi, j'ai eu que des retours très positifs. Donc je pense qu'après, il faut pas, espérer que, tout va se faire en peu de temps, voilà, c'est quand même, des investissements financiers, donc Oui, bien pour sûr. les hôpitaux publics, par exemple, bah, oui, s'ils sont pas, aidés, financièrement par l'ARS, s'il y a pas une volonté en fait, il faut quand même une volonté commune. Comme je vous ai dit, nous, on a fait quand même des compromis, hein, on a laissé de la place, hein. Du coup, on a moins de place pour nos consultations, mais on a dit: «De toute façon, il faut y aller, hein, sinon on le fera Mmh. pas, hein». Donc, de toute façon, il y a un moment, il faut que les gens en aient envie pour que ça se fasse. Après, s'ils en ont envie, Oui. ils Oui. y arriveront. Donc il faut que les équipes se rencontrent, il faut que les équipes discutent, il faut voilà. Mais ça se fera, oui, peut-être à la Non. française, hein, de façon lente et progressive. Ça va être immédiat. Justement, peut-être pour rentrer dans le plus, concret ou pratique, pour, peut-être des maternités qui nous écouteraient aujourd'hui, est-ce que vous pourriez, nous expliquer un peu les habitudes ou les pratiques que vous avez mis en place, vous, avec votre maison de naissance? Vous parliez notamment des staffs et des réunions, spécifiques, entre, l'hôpital et la maison de naissance. Quelles sont les pratiques que vous avez mis en place concrètement pour une bonne cohésion? Donc je repars du fait que nous, on a eu cette expérience, entre guillemets «plateau technique» Oui, avant maison de naissance. Mais à mon avis, il faudrait faire pareil. Mais c'est compliqué, hein, pour des oui, sages-femmes oui, c'est vrai que ça libérales. semble un bon processus. C'est de se dire: «Il faut que j'ai des espaces pour rencontrer l'équipe médicale et l'équipe médicale doit avoir des espaces pour me rencontrer, moi, maison de naissance». Mmh. Donc comment Mmh. est-ce que je fais en pratique? Quand j'ai une patiente qui est transférée, je reste un peu avec la patiente. Je vais voir comment travaille cette équipe. Je vais finalement Mmh. devenir, consoeur avec, les sages-femmes, hospitalières. C'est-à-dire que vraiment de se dire: «Je fais partie de la même équipe». Donc déjà, ça aide. Si la patiente est transférée, bah oui, je vais passer avec la patiente, je vais voir comment ils s'organisent. Nous, on fait donc cette, réunion hebdomadaire où elles peuvent venir participer. Donc là, maintenant, ça passe par un système, de téléexpertise. On fait un petit peu différemment pour leur laisser un petit peu plus de temps, mais voilà, sinon elles prenaient le temps. Il y en avait une par semaine qui venait présenter les dossiers qui nécessitaient d'être présentés ou écouter, savoir comment nous on prenait nos décisions quand on avait besoin. Donc c'est, Mmh. une réunion qui permet de décider, des déclenchements, les césariennes programmées, les grossesses à risque, de discuter un petit peu des prises en charge et d'échanger entre professionnels. Donc elle participait à ces réunions. Donc l'hôpital doit laisser ouvertes ses portes pour que les sages-femmes libérales puissent rentrer. Donc vous voyez, c'est qu'elles, il faut qu'elles prennent le temps de le faire et nous, il faut qu'on laisse nos portes ouvertes et puis, oui, nos oreilles attentives aussi pour, écouter, leurs Mmh. histoires. Les patientes qui nécessitent, un avis obstétrical, on peut avoir besoin d'un avis obstétrical au cours d'une grossesse, même à bas risque. Bien sûr, il faut que l'avis soit donné dans la maternité partenaire. Comme ça, c'est pareil, on finit par se rencontrer, se connaître. On fait ce qu'on appelle des revues de dossiers ensemble, ça s'appelle des RMM, mais globalement, c'est, les cas difficiles, hein. On discute pas des cas faciles, mais on discute, de cas de transfert qui ont été compliqués. Là, on fait une revue de ces dossiers compliqués. Donc là, en présence, des pédiatres, des anesthésistes, qui n'étaient pas forcément là ce jour-là pour ce dossier-là, mais c'est un dossier qui est présenté de façon anonyme. Mais ça s'appelle une revue des pratiques. Ça permet voilà, d'analyser les pratiques communes. Donc nous, Mmh. par exemple, en pratique, ce qu'on a vu, c'est que s'il y a une demande de transfert, la demande est faite par la sage-femme libérale au médecin ou à la sage-femme hospitalière en fonction de l'urgence et du besoin. Et
la patiente sera transférée, mais le médecin ou la sage-femme hospitalière ne vont pas voir la patiente au sein de la maison de naissance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la patiente qui va sortir. La sage-femme décide qu'en fait, elle a besoin d'un transfert et la patiente va sortir de la maison de naissance et elle va rentrer dans le bloc obstétrical. Mmh. Pourquoi? Oui, elle se fait pas Voilà, parce qu'on s'est aperçu, c'est en faisant une revue des pratiques, que finalement, quand moi, gynéco-obstétricien, si je rentre dans la maison de naissance, je suis dans une ambiance maison de naissance et je n'ai même plus envie d'en sortir. Donc, je perds finalement mes réflexes. Non, mais c'est important, hein. Ça a été vraiment, ça, c'est vraiment en C'est intéressant discutant à entendre. qu'on s'est aperçu de ça et on s'est dit, bon, donc finalement, quand il y a un transfert, OK, on se donne un accord téléphonique et la patiente, elle sera revue, réévaluée par Il y l'équipe a hospitalière. davantage C'est-à-dire 2 mètres, voilà, 5 d'extraction, mètres à côté, oui. hein, ça change pas grand-chose pour nous, mais on ne l'évalue pas dans le et ça a été parce qu'on a revu nos pratiques et qu'on a vu que parfois on s'était un peu emballés, nous aussi, et que c'était pas une bonne idée. Donc Oui, puis mine de rien, ça a fait effraction d'une manière ou d'une autre aussi dans le projet. Enfin, il y a quelqu'un de l'extérieur qui rentre dans un projet qui était un peu fermé par les portes, enfin voilà, symboliquement fermé. Et du coup, c'est intéressant que si la patiente, elle arrive à en sortir, peut-être qu'elle accepte mieux d'une certaine manière ce qu'elle va et être. pas toujours. Après ça dépend des gens, ça dépend de Non, où c'est est-ce sûr. qu'elle en est, de pourquoi est-ce qu'elle Mais est déjà, transférée, voilà. symboliquement, il y a un geste. Enfin voilà, vous voyez ces échanges-là, ils sont importants Mmh. et il faut accepter que, faut aussi accepter que ce soit pas parfait tout de suite, hein, c'est pas toujours parfait, Mmh. il y a des fois, c'était pas comme on voulait, donc on râle les uns les autres et puis après, mais ça c'est la pratique, j'ai envie de dire quotidienne d'une équipe, hein, c'est que ce soit avec une Oui, c'est équipe, ça, les institutions fonctionnent comme ça, peu importe quelle que l'institution. soit l'équipe, Mmh. quand vous êtes une grande équipe, forcément, ça coule. C'est comme une grande famille, Voilà, hein. exactement, c'est À un comme une moment grande donné, plus on famille, est ouais. nombreux, plus on est nombreux, plus il y a des remises à niveau à certains moments. Et du coup, est-ce que quand, tout à l'heure vous parliez du personnel qui arrivait dans la structure qui était formé, grâce au label Amis des bébés, est-ce que, les personnes qui arrivent vont visiter la maison de naissance? Oui, toujours. Ah oui, nous, je vous dis, c'est le couloir. Donc, de toute façon, moi, c'est le couloir des consultations. Donc, de toute façon, on passe devant. Donc, non, ça fait partie vraiment intégrante du service. Alors, c'est un point négatif, on va dire, pour la maison de naissance, parce que du coup, elle n'a pas sa Mmh. structure interne. C'est-à-dire que quand on sort d'une chambre d'accouchement, on se retrouve dans notre couloir, nous, de passage. Hein, il y a Oui. pas, et pour aller dans la salle de repos, oui, on est obligé de passer par ce couloir général, enfin général de la maternité, hein, c'est que la Oui. maternité. Voilà, c'est l'entrée commune des urgences maternité. Donc la maison de naissance, en tant que telle, elle a fait ce compromis-là d'accepter aussi d'être dans une structure, oui, on savait qu'on n'allait pas pouvoir refaire l'hôpital tout de suite. Il y a un projet, on espère qu'on va le faire. On a déjà fait nos plans pour quand on sera dans un nouvel hôpital, mais en tout cas, dans l'ancien, on s'est adaptés les uns aux autres. Et pour passer peut-être sur les messages de fin, Ouais. quel message vous pourriez, transmettre aux hôpitaux qui hésitent à finaliser un partenariat avec une maison de naissance? De venir nous rencontrer déjà. Non, je pense que C'est une bonne je pense idée. qu'il faut pas hésiter à rencontrer, les structures déjà existantes, que ce soit en tant que de maison de naissance ou de maternité, partenaire. Je pense qu'il faut rencontrer, la maternité du même type, hein. Si vous êtes une maternité de niveau 3, peut-être c'est pas la peine de rencontrer une maternité de niveau 1 qui est partenaire avec une maison de naissance. Ouais, il faut peut-être, quand même, adapter, son expérience, déjà de base avec, l'expérience de la maternité partenaire. Donc de prendre contact avec des maternités partenaires et puis à un moment, faut se lancer, hein. Faut se faire confiance. C'est comme tout projet. Il y a aucun projet que je connaisse où tout est ficelé, où on sait d'avance, exactement comment ça va se passer. Donc après, c'est là où ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est sur, la transparence de toutes les maisons de naissance. C'est vrai que, par exemple, on a discuté, on a beaucoup travaillé sur les critères, d'éligibilité des patientes. On a retravaillé parce que entre plateau technique et maison de naissance, c'était encore d'autres critères. J'ai envie de dire presque, je comprends pas qu'on ait eu besoin de retravailler dessus puisqu'il y avait déjà des maisons de naissance existantes. On aurait dû avoir ces critères déjà, C'est déjà faits, déjà surprise. il y a des choses qui pourraient faciliter finalement, les conventions parce qu'il y a des choses qui sont communes,
Puis après, que les détails, on les travaille, mais qu'il y ait des choses qui soient communes et qui puissent être, Oui, une Oui, base, qui était quoi. base de qui données, soient ouais. quand même plus, que ça se passe plus facilement. Après, bon, mais ça, là, c'est vraiment les sages-femmes des maisons de naissance qui vous témoigneront ça beaucoup mieux que moi. Mais il y a quand même une difficulté financière, hein, économique. C'est un vrai challenge, en fait. Hein. Donc, même si elles ont un soutien des ARS, etc., mais ça demande tellement de changements de pratiques, etc. Donc, c'est pas rien. C'est un vrai sujet dont la maternité partenaire, enfin, moi, je n'ai aucune vue là-dessus. Ça veut dire ça ne me concerne pas, ça ne me compris. pose aucun problème. Mais c'est pas moi qui suis concernée. Donc, Oui, bien voilà. sûr. Donc, je crois qu'en fait, vraiment avoir confiance dans les sages-femmes avec qui on va être partenaire, comme tout partenariat. Et donc, il faut se rencontrer, il faut discuter, et il faut discuter avant, il faut discuter pendant et après. On réajuste en fait nos façons de fonctionner vu de nos expériences chacun. Oui. Et maintenant, avec votre point de vue de médecin qui travaille en hôpital, on se demandait quel message vous aimeriez transmettre aux futures mères qui peut-être pourraient hésiter à choisir une maison de naissance, ou qui ne connaîtraient pas cette option, mais qui peut-être se poseraient des questions, notamment sur la sécurité médicale ou ce genre de choses. Alors, je pourrais parler que pour notre expérience, nous, sur l'hôpital d'Aubagne, parce que je crois que toutes les maisons de naissance ne sont pas organisées exactement de la même façon. Hein. Nous, on a une proximité immédiate qui, à mon sens, C'est le cas dans la plupart. sécurise encore plus l'accouchement en maison de naissance, puisque le transfert va se faire en moins de 5 minutes. Enfin, vraiment, si la femme ne peut pas marcher, hein, mais voilà, c'est vraiment très, très rapide. Donc après, je pense que c'est vraiment une histoire de confiance toujours. Je pense que ça dépend de la sage-femme, de la relation que vous allez avoir avec la sage-femme de la maison de naissance. C'est elle qui va vous donner l'envie ou de poursuivre l'envie, si vous aviez l'envie d'être en maison de naissance, en fonction de la personne que vous allez rencontrer. Soit vous allez aller dans le projet à fond, soit au contraire, ça va vous arrêter. Vous allez dire non, mais finalement, je vais pas procéder là-dedans. Donc c'est encore une histoire de rencontre humaine. Si on est dans une grossesse à bas risque. La difficulté, c'est que parfois, il y a des demandes pour accoucher en maison de naissance pour des profils qui ne correspondent absolument pas à une grossesse à bas risque ou un accouchement en maison de naissance. Et quand vous parlez de ces demandes-là, c'est des demandes qui sont faites au sein de la maternité quand elles apprennent que vous êtes partenaire d'une maison de naissance, ou au contraire, c'est des cas qui vous sont remontés des sages-femmes de la maison de naissance et qui vous disent on a cette demande, mais en fait, c'est impossible pour Oui, nous c'est dans le deuxième sens. C'est-à-dire c'est des demandes qui sont D'accord. faites auprès des maisons de naissance. Un exemple tout simple, une patiente qui a eu une césarienne pour une première grossesse, en fait, elle est vraiment hors, elle ne peut pas rentrer dans une maison de naissance. Et malgré tout, il y a quand même très régulièrement des demandes auprès des sages-femmes libérales, en fait. Voilà, ce premier accouchement n'a pas été satisfaisant parce que c'était pas la césarienne qui était souhaitée. On peut accuser, voilà, la péridurale, je sais pas quoi, le néon, la salle d'accouchement qui était pas bien. Mais en fait, en pratique, maintenant, on a quand même nécessité d'une surveillance particulière et une prise en charge quand même particulière de l'accouchement. Et c'est là où il peut très bien se passer, en fait. Vous voyez, ça fait vraiment partie des cas où c'est pas parce que on va être avec une péridurale pour au cas où intervenir si besoin, mais que les choses peuvent se passer avec un accouchement physiologique, en tout cas par voie basse, même après avoir eu une césarienne pour son premier. Donc oui, on va pas pouvoir être retenu, on n'est pas une bonne candidate pour la maison de naissance. Ça veut pas dire forcément qu'on va avoir un accouchement terrible, mais en fait, il peut se passer très bien, même dans une maternité standard. Oui. C'est notre objectif. Surtout à Surtout à des bébés, voilà. On rajoute quand même un label en plus. Pour ce qui est du choix du lieu de naissance, quel message vous pourriez transmettre aux auditeurs sur cette importance de choix? Sur l'importance du choix. Bon, après, moi, je suis assez pragmatique. Donc, il y a quand même déjà un problème géographique. Donc, c'est très bien de choisir où on veut accoucher, mais il faut quand même se simplifier la vie. Parce qu'on a déjà compris que l'accouchement, c'était pas forcément très facile et que la vie derrière était pas très simple. Donc, moi, j'ai tendance à simplifier un petit peu simplifier la vie. Donc, si on a la chance d'habiter à proximité d'une maison de naissance et qu'on a une grossesse à bas risque, ça me paraît franchement sympa d'essayer si c'est son projet, si on le souhaite, si on se sent, hein, parce que physiquement, il faut se sentir aussi. Et puis, il faut sortir très précocement. Donc, il faut avoir un accompagnement familial aussi qui le permette.
Maintenant, voilà, vous disiez tout à l'heure que, bah, vous, les femmes, elles venaient de très loin pour accoucher à la maison de naissance, de Castres. Moi, là, je trouve qu'on commence à se compliquer un peu la tâche. Parce que si en plus on fait 2 heures de Mmh. route, vous voyez, on n'est pas forcément dans les meilleures conditions, psychologiques, voilà, pour arriver, tranquillement. Je sais que, les sages-femmes, mes sages-femmes, de la casa de naissance, elles ont une limite, hein. Elles limitent, je crois, à 30 ou 40 minutes, de la maternité. Oui, à Paris aussi, la maison Oui, de c'est le cas naissance, depuis, du Calme Et aussi. oui, après, vous pouvez avoir en plus du trafic, enfin, faut pas se mettre en difficulté inutilement, hein. Donc, Oui, c'est ça. après, bon, s'il y avait rien autour, mais enfin, normalement, on est censé avoir toujours une maternité quand même pas trop loin de chez soi, pas plus de 45 minutes. Mais bon, Oui, voilà. c'est pas Donc, je toujours le dirais que le cas. choix de la maternité, oui, mais prudence. Si c'est pratique, oui. Si ça doit compliquer l'existence parce que c'est trop à distance, pour moi, c'est pas une bonne idée. Après, c'est mon avis Mmh. personnel, hein, chacun, fera, comme il voudra, hein, ça c'est Mmh. sûr, mais voilà, simplifions-nous la vie. Mais la question se posera plus quand, il y Exactement, aura, au moins une maison de naissance par exactement. Par région. région. Bah, c'est pour ça, en fait, que quand même, les volontés politiques, c'est de développer les maisons de naissance. Le but premier est de limiter les accouchements à domicile, d'offrir vraiment une structure pour que, Mmh. Le compromis, quoi. qui est quand même vraiment, bah, oui, pourvoyeur de risques, hein. Ça a été prouvé ça qu'un certain nombre d'événements, bah, indésirables, graves, survenaient, dans les accouchements à domicile. Je parle pas des accouchements inopinés, hein, là, quand on accouche, mais des Mmh. accouchements volontaires à domicile et pourtant il y en a pas beaucoup, hein, mais malgré ça, sur le peu qu'il y a quand même, des accidents, qui surviennent qui pourraient être complètement évitables, hein. Si on accouche, Mmh. bah, on va dire au sein d'une maternité. Quand on est dans une maison de naissance au sein d'une maternité, c'est pareil, hein. Mmh. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est ça qui va permettre le développement des maisons de naissance. Et la deuxième volonté politique, bah, c'est de réduire les durées d'hospitalisation. Bon, ça existe pour Mmh. tout, hein, pour toutes les opérations. Si vous revenez 20 ans en arrière, quand vous étiez opéré, je sais pas moi, Ouais. d'une hernie, vous restiez une semaine. Bah, aujourd'hui, ou d'une vésicule biliaire, les gens restaient une semaine hospitalisés. Aujourd'hui, c'est de la chirurgie ambulatoire. Ils rentrent le matin, ils sont opérés, ils sortent. Bah, en fait, l'accouchement va devenir ambulatoire. Je sais pas à quel horizon, mais c'est je pense que voilà, une fois qu'on aura bien mis en place, toutes les structures, de sécurisation, et de suivi à la maison et ben voilà, Mmh. l'accouchement et avec la sortie ultra précoce, pourra se développer encore plus. Mmh. Ça pourra se banaliser même, en fait, en Ah oui, je maternité, quoi. pense, ouais. Ah oui, 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 mais il faut que les voilà, pareil, ça, c'est les états d'esprit qui doivent changer. Des gynécos, des Mmh. sages-femmes, des pédiatres et des gens et de De la la culture culture, générale en et ah oui, fait. oui, oui Oui, et des et c'est ça, c'est les mœurs, c'est la culture Oui, je pense qui que ça font. ah oui, cause c'est sociétal. oui, Voilà, voilà, c'est ça ça. concerne aussi toute la population. Mmh. Pour finir, est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça vous apporte personnellement de travailler dans ce contexte-là? Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte, déjà j'aime bien les défis. Donc, Mmh mh. notre premier défi, ça a été quand on s'est associés, en 2018. Donc on avait un double défi, il y avait une maternité privée plus, notre casa de naissance, qui est devenue Oui. maison de naissance. Donc ça, Mmh. c'était un premier défi. Donc relever le défi, c'est-à-dire faire accepter quand même, toutes les équipes, hein. On a vu, il faut les sages-femmes, les auxiliaires de puériculture, les anesthésistes, les pédiatres, faire accepter un projet différent. Donc ça, c'est mon défi, personnel, de le faire, pour, l'équipe, pour les équipes et faire passer des messages finalement positifs sur les pratiques, Mmh. qui sont réalisées en maison de naissance. Et puis moi, j'ai rencontré, bah, du coup, grâce à ce dispositif, bon déjà les sages-femmes de la casa naissance, vous avez compris que c'était des gens, qui comptaient pour moi et j'aimais Mmh mh. vraiment échanger, avec elles, parce que, bah, ça nous bouscule, hein, ça nous bouscule dans nos pratiques. J'aime bien être un peu secouée et puis changer mes pratiques, grâce à ça. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Et puis les patientes, en fait. Ces patientes de maison de naissance, c'est un défi aussi parce que, je vous disais tout à l'heure, elles sont très exigeantes et bah, elles nous poussent quand même dans nos retranchements. Elles nous obligent à réfléchir à nos pratiques, et ça nous fait progresser, en fait. Toutes les remises en question qu'on peut avoir, toutes les discussions qu'on peut avoir, que ce soit avec les patientes qui veulent comprendre, bah, ça nous fait progresser et c'est notre objectif de chaque jour. Finalement, c'est ça ce qui est bien, c'est que dans le soin, vous avez jamais fini de progresser. Donc voilà, Mmh. j'aime ça. Eh bien, merci pour toutes vos réponses. On tient à vous remercier, à nouveau,
d'avoir répondu à notre invitation et pour tout ce que vous nous avez partagé, tout ce sur quoi on a pu échanger. Et on espère que tout ce qui aurait été dit aujourd'hui informera le plus grand nombre et permettra peut-être de nouveaux partenariats, si ça intéresse des gens, s'ils viennent vous rencontrer aussi, s'ils vous entendent. Et puis peut-être que ça inspirera différentes pratiques, que ce soit pour les gens ou pour les sages-femmes ou les gynécologues. En tout cas, merci pour tout, docteur, et à Ouais, bientôt. merci à vous de m'avoir invité pour ce podcast. Et puis, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Peut-être effectivement donner quelques parts d'informations, même si c'était sans doute pas exhaustif. Vous aurez l'occasion d'échanger avec d'autres médecins ou d'autres gynécos ou d'autres sages-femmes qui pourront compléter tout ça. Merci à vous. Je pense que vous avez bien relevé le défi. À bientôt, docteur Maisonneuve. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.